Bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'accueillir Claude Sérillon qui a été présentateur du JT sur Antenne 2, sur France 2, sur TF1 et il a aussi été écrivain, il a été ancien conseiller politique de François Hollande. Merci beaucoup Claude Sérillon d'être avec nous. C'est moi, je suis content de vous voir. Je suis curieux surtout. Nous également. On a beaucoup de questions à vous poser, donc on est ravis de vous accueillir ici parce que l'opinion publique vous retient comme l'homme au fou rire, l'homme au rire communicatif, oui, mais également un peu le rebelle du paysage médiatique, l'homme aux 3 licenciements. Est-ce que c'est pas une image un peu contrastée? Et qu'est-ce que ça dit de vous, justement, ce tel contraste? Ça rend très humble, vous voyez, parce que vous pouvez faire une assez longue carrière, que je continue d'ailleurs, mais il reste juste le rire. C'est beau. Donc il faut rester très modeste sur ce qu'on a fait. Non, j'ai fait des choses formidables. J'ai eu la chance de démarrer dans la presse écrite, moi. J'ai démarré dans la presse écrite, je faisais les chiens écrasés. C'est-à-dire police, pompiers, gendarmerie, correctionnelle. Donc on apprend beaucoup de choses. Et puis après la télévision. Donc j'ai fait beaucoup de choses comme ça. Je crois dans une période assez privilégiée parce que j'ai vu à la fois l'évolution du journalisme et l'évolution de la technologie du journalisme. C'est-à-dire que aussi bien à la télévision, j'ai commencé à faire des reportages en noir et blanc. C'est vous dire que ça allait assez vite. Donc ça m'a permis au fond d'entretenir ma curiosité, d'être toujours dans le plaisir. J'ai eu infiniment de plaisir de faire toutes ces parties de ma carrière. Puis vous voyez, maintenant, je refais de la presse écrite. Alors, c'est pas fini. D'accord, vous faites de la presse écrite actuellement, oui, c'est ça? Oui, je continue à écrire dans des journaux régionaux comme La Montagne, Le Midi Libre. De temps en temps, je pige dans des journaux régionaux plutôt. Et est-ce qu'encore maintenant, vous apprenez encore des choses sur le métier? Ah oui, parce que d'abord, je pense que votre génération m'apprend des choses. D'abord parce que vous avez la capacité d'acquérir des connaissances technologiques que moi, je n'ai pas eues. Donc, parce que ça évolue, c'est un métier qui évolue. Je pense qu'entre guillemets, on consomme la télévision d'une autre manière. Alors sans doute qu'en presse écrite, c'est un peu moins vrai. C'est-à-dire qu'il reste toujours la nécessité d'écrire des papiers, de les concevoir, de vérifier les faits. Bon. Mais autrement, en termes de télévision, oui, évidemment que ça a changé. Et des fois, vous pouvez peut-être même être en décalage avec cette nouvelle génération de journalistes parce qu'on a vu qu'au travers plusieurs des interviews pendant lesquelles vous êtes interviewé, justement, vous disiez que vous aviez l'impression qu'il y a une recherche de l'outrage, de l'outrance aujourd'hui par les médias. Est-ce que vous avez un regard aussi critique apparemment sur cette nouvelle génération? Qu'est-ce qui vous déplaît et qu'est-ce que c'est toujours un bon journaliste? C'est difficile parce que si vous avez 3 heures, on peut en parler, mais là, en quelques minutes, c'est difficile de dire. Je pense que d'abord, il faut toujours se garder de dire que c'était mieux avant. C'est différent. Voilà, c'est une autre période. Il y a des contraintes à la fois économiques, technologiques, tout ce qu'on voudra. Il y a une concurrence que moi, je n'ai pas eu à assumer. Donc, c'est difficile d'avoir un regard comme ça. La seule chose, c'est que, oui, moi, ce qui me... il y a plusieurs choses sur lesquelles j'ai un regard assez critique. C'est d'abord la dérive vers une sorte de comportement qui est souvent un comportement de policier, quoi. Moi, l'investigation, ça me fait peur, moi. L'enquête, le reportage, ça j'aime bien, oui. Je pense qu'on est plus dans la raillerie quelquefois, c'est-à-dire que les journalistes ont eu tendance à être très attirés par les humoristes ou les gens qui font comme Canteloup ou Laurent Gérard une œuvre salutaire d'ironie et de dérision, mais c'est pas notre boulot. Je pense aussi que la surenchère de concurrence a fait que dans les chaînes d'infos, on a tendance à être plutôt dans la course à celui qui sort le premier l'info, mais on ne la vérifie pas beaucoup. Il y a beaucoup d'à peu près, il y a beaucoup d'outrance dans la manière d'être et de se comporter. Je crois que moi j'ai eu la chance d'avoir des gens plus âgés que moi qui m'ont appris justement à être dans la réflexion, dans la vérification, mais aussi de considérer qu'on n'est jamais neutre. On n'est jamais objectif, on est tous forcément subjectifs. L'une et l'autre, vous avez votre culture, votre famille, vos connaissances, vos amours, vos angoisses, comme on dit. Donc on n'est jamais neutre quand on fait ce métier. Et il faut le dire très clairement. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait mon métier avec ma personnalité. Alors ça peut choquer, ça peut ennuyer, mais je pense qu'il faut revendiquer ça. Il faut surtout se méfier des gens qui disent « Oh là, moi je suis absolument neutre et en dehors de tout ». C'est pas vrai. Et c'est ce qui a fait que vous avez osé plusieurs fois donner votre avis à l'antenne directement. Oui,
Oui, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, on parle beaucoup en ce moment des violences policières. Il semble que le ministre de l'Intérieur et le président se soient réveillés tout d'un coup en s'apercevant qu'il y avait des violences policières. La deuxième fois où on a bien voulu me mettre dehors, c'était à propos de Malik Oussekine. Vous savez, ce garçon qui a été victime de violences à la suite de manifs. Le lendemain, je présente le 20h et j'avais demandé à mon équipe de vérifier ce que disait le préfet. Il disait que c'était quelqu'un qui avait un casier judiciaire. C'était faux. Donc je l'ai dit à l'antenne dès l'ouverture du journal. C'était un travail d'enquête qui avait été fait par les journalistes de la rédaction d'Antenne 2. On avait tous les faits et je l'ai dit. Et donc j'ai mis directement en cause le préfet qui l'avait fait. Bon, c'est évident que le soir même, le PDG de l'époque, qui n'était pas un grand courageux, m'a prié d'aller exercer mon talent ailleurs. Mais ça fait rien. Je pense que, justement, moi je trouve que quand on est journaliste, il faut surtout se garder de deux choses. Et il faut pas être paresseux. Or, je trouve qu'il y a beaucoup de journalistes paresseux qui se contentent de récupérer les rumeurs, les on-dit, les infos que les autres ont données. Et puis, il faut avoir un minimum de courage. Voilà, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, on se fait mettre au placard, on est viré. Ben, faut se battre. C'est un métier qui exige de se battre tout le temps, parce que la tendance générale, c'est d'être un flux permanent d'informations, et puis surtout de ne pas trop prendre parti. Or, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut prendre parti. On a été très aidés dans ma génération par les problèmes humanitaires, hein, les grandes famines, les grandes détresses humanitaires. On allait sur le terrain. J'ai eu la chance de pouvoir faire le 20h sur des lieux de guerre, sur des lieux de grande détresse internationale. Et là, vous ne pouvez pas rester neutre. Vous êtes obligé d'exprimer une émotion. Et je crois que ça m'a servi aussi, ça m'a entretenu l'idée que j'étais là pour rapporter des faits, après les avoir vérifiés, une équipe, hein, et de le dire en mettant de la couleur. On n'est pas en blouse et avec un crayon derrière l'oreille en train de faire, comme un greffier ferait, un rapport le plus sèchement possible. Je crois que ça aussi, ça joue beaucoup. Et je pense que c'est sans doute ce qui manque en ce moment dans ce flux général d'informations, c'est qu'au fond, tout se vaut. C'est 50 secondes pour tout le monde, quoi. Et ce côté très froid dans la façon de délivrer les informations. Et du coup, vous dites à l'envie, vous nous le redites ce soir, que vous faites votre métier, que vous l'avez fait le plus honnêtement possible. Et alors, on peut se demander, surtout pour nous qui sommes en train d'apprendre ce métier de journalisme, quelle est la différence entre cette honnêteté, ce courage dont vous prévalez, et une forme d'engagement? Comment on arrive à dresser la frontière? Quel juste milieu, justement? Moi, je vous arrête, je vous reprends un petit peu. Je n'ai pas toujours eu du courage, hein. Je me suis planté quelques fois. Voilà, donc je ne suis pas meilleur que les autres. Mais je pense qu'il y a un problème d'exigence et sans doute de discours des dirigeants des rédactions. D'abord, une liberté, ça se donne. Je veux dire, on ne vous la donne pas. Il faut se bagarrer sans arrêt pour l'avoir, pour aller la chercher et tout. Donc, il y a des journalistes qui le font. Il y a des journalistes qui se battent comme ça. Et puis ensuite, c'est de créer les conditions dans une rédaction pour que chacun puisse faire les enquêtes, puisse savoir quel est l'événement le plus important. Un de mes grands patron que j'ai pu avoir, c'était Pierre Desgroupes. Et Desgroupes qui avait fait 5 colonnes à la une, c'était, bon voilà, c'est une figure très ancienne, hein, mais bon. Il nous disait, ton info là, t'es sûr de ton coup? On n'a pas eu le temps. On attendra demain ou après-demain pour la publier. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la bataille générale, comme ça, c'est à celui qui braille le plus fort et qui sort le premier truc. Bon. Et en plus, ça plaît. Et là, ça plaît et ça fait de l'audience, quoi. Mais ça, quelquefois, peut avoir avec l'information. C'est-à-dire, on ne vérifie pas. Regardez sur les retraites, plein de choses ont été dites, tout, et les journalistes n'avaient même pas le temps de le vérifier. Et puis, les spécialistes, on a réduit la place des spécialistes, des gens qui avaient une connaissance dans un domaine ou d'un autre, parce qu'on a mis les gens dans des poules. Donc, ils traitent aussi bien du PSG, de Lille, que d'un fait divers ou de la dernière déclaration de Macron. Moi, je crois que ça ne s'invente pas. Il faut avoir des connaissances. Vous avez des connaissances, vous avez une culture, par exemple, sur l'Espagne, sur le monde hispanique, ça. Il faut la cultiver parce que ça permet de comprendre ce qui se passe sur le continent sud-américain. Vous pouvez peut-être plus facilement comprendre la politique espagnole avec le nouveau Premier ministre, pourquoi, ou la Catalogne ou autre. Moi, je suis quand même très frappé par une chose, on parle peu de l'international.
Regardez, il y a un pays, je connais un peu, dans les choses dont je suis un peu fier, c'est que j'avais fait un magazine pendant 12 ans qui s'appelait Géopolis. Ce qui se passe en Algérie, tout le monde regarde les télévisions françaises. Parce que la télévision algérienne, elle est quand même sujette à caution, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, que font les télévisions françaises? Pratiquement rien sur l'Algérie. Or, tous les vendredis, il y a des centaines de milliers, quelquefois même 1 million de personnes qui manifestent et qui essayent de faire sauter la chape de plomb du régime algérien. C'est formidable, mais tous les journées, enfin, les rédactions doivent envoyer des gens là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce pays qui pourrait être potentiellement le plus riche et le plus agréable à vivre du continent africain, ce qui n'est pas le cas. Donc, moi, ça me frappe beaucoup, c'est qu'on est fasciné par Trump, par Poutine, Erdogan, Xi Jinping, mais on ne regarde pas attentivement tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, où il y a des gens qui inventent des choses. Il y a en Afrique, il y a un pays, par exemple, formidable en ce moment en Afrique, c'est l'Éthiopie. Il y a un Premier ministre qui est arrivé qui a fait la paix avec l'Érythrée. Ça faisait 25 ans qu'il se faisait la guerre. Il est en train d'être l'intermédiaire avec l'Égypte, le Soudan. Parlons-en, donnons des exemples comme ça et envoyons des gens pour les faire. Parce que très souvent, on s'attarde sur des sujets franco-français. Je trouve que ça ne mérite pas forcément ce qui s'y passe. Et vous voyez, par exemple, moi, je travaille, je chronique dans des journaux comme La Montagne, c'est l'équivalent de La Voix du Nord. C'est très intéressant parce que ça rend là aussi plus modeste. On va voir au plus près comment des grandes idées qui peuvent être la permaculture, comme l'aide les problèmes des aidants pour les personnes handicapées. Allons voir, faisons des reportages très très concrets pour les voir tout. Puis ensuite, on peut avoir effectivement des théories et donner la parole à des gens qui ont une vue plus générale. Mais ce métier exige, je crois, de se bouger un peu. Or, moi, j'ai tendance à penser que les chaînes d'infos ne se bougent plus parce que les journalistes des chaînes d'infos, je ne suis pas sûr qu'ils fassent des reportages. Et je pense qu'ils sont beaucoup dans les studios. C'est sévère, Moment. Votre position est très claire et c'est vrai. Vous m'avez fait venir. Évidemment. Donc, c'est très intéressant. Tout à fait. Vous disiez pour l'Éthiopie, par exemple, nous, on se rappelle presque du gouvernement qui a changé avec le prix Nobel de la paix. C'est vrai qu'avant, c'était sorti des radars. Donc, on comprend tout à fait ce que vous voulez dire. Et puis, vos intérêts internationaux, on les a bien constatés, mais on se demandait, justement, quand on a tous ces intérêts, cette appétence pour l'étranger, comment on concilie ça avec des intérêts beaucoup peut-être plus grand public que sont le monde du divertissement. Comme vous, au cours de votre carrière, vous avez vraiment su mêler les deux. Et comment ça se passe alors? Comment c'est possible? Ouais, j'ai su mêler les deux. Je pense que c'est aussi la période qui faisait. On était une petite équipe. Quand Antenne 2 est créée en 75, le 1er janvier 75, après la dissolution de l'ORTF par Giscard, on est 50, 60 à la rédaction. Maintenant, c'est 300 et quelques. Enfin bon, voilà. Donc c'était une petite équipe. Il n'y avait pas de concurrence, il y avait la 1 et la 2. Et la 1 était largement devant nous. Nous, on était une petite équipe et on faisait tout exploser. Donc il y a eu aussi cette chance-là. Et puis les périodes où j'ai pu présenter le journal, on était une équipe assez volontaire pour aller partout, quoi. Et on a dépensé de l'argent public pour aller faire des journaux à Sarajevo, en Éthiopie d'ailleurs aussi, et à Pékin, et en Nouvelle-Zélande, et un peu partout, quoi. Chose qu'ils ne font plus. Parce que d'abord, la technologie au fond, on ne l'encourage pas, puisqu'on peut être très facilement à l'autre bout du monde par WhatsApp. Donc il y a eu aussi ça, cette transformation. C'est ce parallèle dont il faut tenir compte. Mais je pense qu'une fois qu'on tient compte de ça, il faut aussi se poser des questions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'être journaliste, qu'est-ce que c'est que l'information, quelle est la responsabilité qu'on a, notamment dans le service public. Moi, j'ai pas d'a priori sur les télévisions privées, elles font ce qu'elles veulent et tout. Moi, je les regarde pas, puis c'est tout. Au bout d'un moment, les grands débats de Pascal Praud, je trouve ça d'une vulgarité totale. Mais c'est pas de l'information pour moi. Bon, voilà, c'est du spectacle. En revanche, là où je suis plus critique, c'est quand des chaînes publiques ne font pas leur boulot. Parce qu'elles sont un peu protégées par leur statut. C'est à eux d'aller faire des choses différentes. Ce qu'elles font par certaines émissions, peu dans les journaux. Finalement, le journal de la 2, il n'est pas très différent de celui de la 1. C'est à peu près pareil. Vous consommez quels médias?
Je consomme pas mal de presse écrite. Moi, j'achète des journaux, j'aime bien le papier. Alors, voilà, On vous a vu arriver avec Le Monde, d'ailleurs, oui, qu'on peut en témoigner. J'ai laissé les autres dans le train. Mais oui, moi, j'achète des journaux. J'ai du mal à lire, mais j'ai du mal à lire, peut-être au fait, depuis que je suis devenu un peu écrivain, je ne lis pas des livres sur une tablette. Moi, j'achète des livres, j'achète des journaux. Donc, il y a ça, la radio. Mais j'essaie de diversifier, c'est-à-dire j'écoute aussi bien RFI que France Culture ou RTL ou compagnie. Je cherche. En fait, je cherche en fonction de l'actualité. Internet me permet de savoir les grandes tendances. Je suis comme vous, hein, je vais voir, parce que je suis sur Twitter et Facebook. Et puis, à partir de là, je cherche. Et quand j'ai des papiers à faire ou quand j'ai une conférence ou autre, je me mets à faire un travail de recherche comme quand j'ai pu faire des encyclopédies ou autres, où voilà, vous faites votre boulot, vous cherchez des choses. Donc je consomme des choses, mais je ne suis pas un exemple, je dirais, de surconsommation de chaînes d'infos continues. D'abord parce que je ne vois pas ce qu'on y trouve. Honnêtement, au bout de 5 minutes, il ne reste plus rien, quoi. Ils l'ont déjà dit 15 fois. Et c'est ça qui est inquiétant aussi, c'est que même dans les chaînes publiques, un journal de 20 heures, à 20h08 ou 20h12, il est fini, quoi. Après, vous avez les grands reportages sur les hippopotames, quoi. La plupart du temps. Franchement, c'est du magazine. Or, je pense qu'il y a matière tous les jours à faire un journal d'une demi-heure dans lequel il n'y a que de l'information enquêtée, vérifiée, mais pas forcément spectaculaire. C'est compliqué quelquefois l'information, parce qu'il faut prendre son temps pour la raconter. Mais ça, c'est peut-être l'expérience qui me fait dire ça. Et vous dites que quand vous étiez présentateur du JT, c'était assez facile. Je dis ce que vous aviez dit dans certaines interviews. Parce que je sais, j'avais beaucoup choqué mes camarades comme Guillaume Durand et autres en disant que c'était la chose la plus facile que j'ai faite. Et en quoi? Qu'est-ce que vous deviez faire à ce moment-là? Quel était votre rôle? Très franchement, vous seriez présentatrice du journal de 20 heures. Bientôt. C'est bientôt le cas. D'ailleurs, ça va venir, ne vous inquiétez pas, vous allez les virer, ceux qui y sont. Vous avez à votre disposition une équipe énorme. Vous ne bougez pas de votre siège. Hein, vous avez de votre bureau. Déjà, vous êtes la mieux payée, vous êtes adulé par les gens, vous avez votre nom partout. Bon, là, c'est une position qui... Il faut faire très attention à ce genre de position. Hein. Nous, on l'avait un peu moins, mais quand même, on était les petits rois. Hein. Bon. Donc, on travaille pour vous. Vous avez 300 personnes qui bossent pour vous. Vous lisez des dépêches, vous regardez les images. Maintenant, d'ailleurs, par ordinateur, ils regardent les reportages, ils ne vont même pas dans les salles de montage. Nous, on allait dans les salles de montage. Les commentaires se faisaient en direct, on discutait avec les gens. Donc, c'est pas très compliqué. Un journal de 20 heures, ça tient, vous avez 4 fiches chacune devant vous. Grosso modo, ça tient sur 4 fiches. C'est pas long. Hein. Vous regardez les lancements, ça va vite. Alors que quand vous avez une émission de débat, un magazine comme Géopolis ou d'autres magazines comme Place Publique ou autres que j'ai pu faire, là, il faut choisir le thème, lancer des enquêtes, les vérifier, les mettre en forme, trouver les invités. Et puis ensuite, là, vous verrez, je vous souhaite d'avoir le bonheur de faire ça, il faut animer un débat avec du monde, avec des reportages, avec des gens qui ne sont pas d'accord, y compris c'est physique. Et ça a été, moi, les choses les plus passionnantes que j'ai faites. Et les plus difficiles aussi, du coup. Et les plus difficiles. D'accord. Parce que, en fait, y compris quand vous faites un journal de 20 heures, comme j'ai pu le faire au Kosovo, à Mitrovica, où on était sur un pont, il y avait les Serbes, il y avait les Kosovars, il y avait comme des tanks en Algérie au moment du GIA. Moi, je suis allé faire un journal de 20 heures, on était protégés par des blindés, il y en avait partout. Vous dites, qu'est-ce que je fais là, quoi? Mais en même temps, ça vous oblige à aller voir, ça vous oblige à faire quelque chose. Donc ça, ces journaux-là ont été denses. À Sarajevo, ça a été dense de faire ça. Je me souviens que Cavada était à Paris, moi j'étais à Sarajevo, on était en sous-sol, on était planqués, mais on avait passé nos 2 journées à aller voir plein de gens. Donc je revenais, j'étais imprégné de tout ça. Donc je me sentais très journaliste et un peu moins la vedette de télé. C'est très stimulant et ça oblige... D'abord, ça oblige, quand vous allez dans des régions comme ça, à lire avant, à apprendre
pouvez pas... plus, en général, vous êtes dans des régions où vous ne parlez pas ni l'érythréen, ni le croate, quoi. Hein, bon. Vous baragouinez l'anglais, l'espagnol, ouais, c'est à peu près tout ce qu'on arrive à faire. Mais quand vous arrivez dans des régions aussi compliquées que ça nécessite de faire un travail de journaliste préalable. Quand vous allez moi, je connais un peu, pas bien, mais un peu le continent africain. C'est très... faut être subtil dans la manière. C'est pas les pays africains, c'est pas des blocs. Ils ont été dessinés par la colonisation, mais c'est pas des blocs. Il y a des ethnies, il y a des gens qui pensent pas et qui vivent pas de la même manière que nous. Donc ça demande un travail là-dessus. Ça, c'est intéressant. Mais présenter un journal télévisé, très franchement, il y a un côté un peu ridicule à célébrer les présentateurs de télévision. Il y en a eu quelques-uns qui ont été des grands présentateurs, des gens qui ont marqué ou alors qui avaient une personnalité. Oui, ça, c'était intéressant. Mais pour le reste, j'ai plus de respect pour les gens qui font des enquêtes ou des grands reportages. Il y a d'ailleurs, vous êtes 2 femmes, il y a une génération de femmes grands reporters, et sur la 1 et sur la 2, qui sont vraiment... Alors moi, j'ai infiniment de respect. Je voyais encore, il y a 2 jours, là, j'ai rencontré Dorothée Olyric, qui est toujours journaliste sur la 2. Elle est partout dans le monde, elle fait plein de trucs. Voilà, oui. Là, oui, chapeau. Ça vous embouche un coin. Si j'ose dire, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Très bien. On a évidemment beaucoup parlé de journalisme, c'est ce qui nous intéresse le plus, mais on voulait quand même mentionner une autre partie de votre vie. Vous imaginez vers quoi on se... Vous voulez qu'on parle de Michel Drucker? On pensait plutôt à votre passage par l'Élysée. Ouais. Voilà, donc pendant 2 ans, vous avez travaillé pour le président de la République, François Hollande. Et donc, on se demandait dans plusieurs interviews, vous disiez que vous n'aviez pas été conseiller communication, mais plutôt conseiller du président. Enfin, oui, conseiller, point. Voilà. Oui. Et pourquoi alors vous avez ce souci du terme précisément? Parce que d'abord, c'était une expérience très enrichissante. J'ai appris énormément de choses. Et je pense que, au fond, j'aurais à refaire mon parcours de journaliste. Compte tenu de ce que j'ai appris, je le ferais sans doute un peu différemment. Pour être très franc, je suis sorti avec plus de mansuétude pour le monde politique que pour le monde médiatique, parce que j'ai vu le comportement des journalistes et c'était un peu bizarre. Pour le reste, j'étais évidemment pas fait pour ce milieu-là. Je suis pas un militant politique, j'ai jamais été encarté. J'y suis allé parce que je connais, j'ai une relation amicale avec François Hollande depuis très très longtemps, qu'il est devenu président de la République et qui m'a demandé si ça m'intéressait de venir. Bien sûr que j'ai dit oui, parce que je voulais voir de l'intérieur. Bon, j'ai peut-être eu tort, mais en tout cas, je l'ai fait. Je suis allé voir et tout. Donc, je peux en parler de l'intérieur, même si je m'impose un devoir de réserve et je ne raconte pas des choses que je considère être de ce devoir de réserve. Mais je ne faisais pas de communication, d'abord parce que je ne suis pas un bon communicant. Les communicants, c'est un métier. Peut-être que d'ailleurs, il y a une section de communication ici. Ça s'apprend, la technique de la communication, c'est un peu en parallèle, mais je mets toujours en garde entre la confusion entre le communicant et le journaliste. Les communicants, ils se servent des journalistes. Et c'est leur métier, ils sont là pour vendre quelque chose. Il y a des attachés de presse ou des communicants pour des stars de la chanson, du cinéma et des hommes politiques et des chefs d'entreprise. Tout le monde a sa direction de communication. Ça, c'est un métier particulier. Ils étaient quelques-uns, c'était des militants. Quelquefois, d'ailleurs, ils se bouffaient le nez, ce qui a expliqué quand même un large fiasco de la communication du président Hollande. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris sur le fonctionnement de l'État au plus haut niveau, puisque j'étais son conseiller particulier, j'avais accès à lui. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, je suis pas utile, je m'en vais. Mais j'en ai ramassé plein la tête, parce que les journalistes m'ont bien assaisonné toutes les semaines. C'était de ma faute à chaque fois, même si j'étais pas là. Mais ça fait rien, c'était le jeu, j'ai accepté d'y aller, on m'a pas forcé. Donc je ne regrette pas d'y être allé. J'ai appris, maintenant voilà, la boucle est bouclée, mais ensuite c'est très difficile de revenir d'ailleurs dans le journalisme, parce que vous avez une sorte d'étiquette et tout, que j'assume. Moi, je n'ai jamais caché mes convictions de gauche.
mais vous y êtes parvenu du coup avec La Montagne. Et peut-être que vous pourriez nous dire, nous partager de vos projets à venir. Donc voilà, vous avez écrit vraiment dans la fiction, dans la poésie également, mais vos projets peut-être pour l'année 2020. Moi je continue à faire. Je viens de faire un livre avec Laurent Berger qui s'appelle Syndiquez-vous, sur le militantisme syndical, parce que je voulais essayer de comprendre ce que c'était qu'un militant syndical. Bon, voilà. Et puis Laurent Berger est un personnage que je trouve intéressant. Mais là, je sors dans une quinzaine, 3 semaines, je crois à peu près, un livre de poésie à nouveau. D'accord. J'ai écrit des pièces de théâtre, je suis un peu dans la fiction, on m'a demandé d'écrire un texte de comédie musicale. Je fais des choses très très différentes. D'abord parce que je suis arrivé à un moment de ma vie où je suis quand même très très libre de faire ce que je veux. Donc je continue de le faire. Qu'en plus, c'est à votre génération de prendre en main les nouvelles technologies. Moi, je me reconnais pas franchement dans la manière d'être à la télévision. C'est-à-dire, je ne vais pas aller sur un plateau de télévision pour polémiquer avec je ne sais qui sur je ne sais quoi. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Il n'y a pas très longtemps, c'est sur France Info. Il y a une émission qui passe, je ne sais pas, peut-être tous les jours d'ailleurs, je n'en sais rien, Les Informés. Vous connaissez ça. C'est un genre, on refait le monde ou on refait le match, là, vous voyez. Bon. Donc ils m'ont invité une fois, ils m'ont dit vous n'avez jamais fait ça? Non. Bon, je me suis dit, je vais y aller voir, moi. Quand je ne connais pas, je vais voir. Donc je suis allé aux Informés, et donc c'est effectivement, on est 4 ou 5, je ne sais plus, 4, je crois, plus l'animateur. Et donc on passe en revue les sujets d'actualité et tout le monde donne son avis. Bon, mais moi je suis fait de telle manière qu'il y a des choses que je ne connais pas et je ne veux pas donner mon avis. Voilà. Donc ça a été un petit fiasco parce que j'ai donné mon avis sur une ou deux choses que je connaissais, enfin, en tout cas sur lesquelles j'avais un peu de connaissances. Et puis les 2 autres choses, j'ai dit, moi j'ai rien à dire parce que je ne sais pas. Et là, j'ai bien compris que je ne jouais pas le jeu, quoi. Je ne vais pas aller là. C'est-à-dire, je suis quand même assez fasciné par ces journalistes, éditorialistes, chroniqueurs, qui sont capables de parler de tout, quoi. Ils parlent de Mbappé comme de Martine Aubry, quoi. Mais en tout cas, ce que l'on retiendra, c'est que là, vous ne connaissez pas, vous allez pour découvrir, c'est votre curiosité, c'est cette même curiosité qui vous a mené donc, sur notre plateau du Media Lab à l'Université catholique de Lille. Mais attendez, vous voulez faire de la télévision, vous voulez faire de la presse écrite, qu'est-ce que vous voulez devenir comme journaliste? Moi, je vais faire de la presse écrite. De la presse écrite? Oui. Parce que c'est plus votre penchant, vous aimez... C'est ça, alors de la presse jeunesse, mais si vous voulez... Ah, d'accord. On pourra en reparler, évidemment. C'est intéressant, non, mais c'est ça. Et vous? Et moi, la télé. De la télé? Oui. Parce que? La vocation. Parce que ça bouge plus, parce que c'est plus vivant. Oui, c'est plus vivant. Ah, mais oui, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Et là, pardon. en fait, vous avez... Oh, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Très spontané, très simplement. C'est parfait. En fait, il y a plusieurs étudiants. Vous allez retrouver plusieurs étudiants à l'amphi René Théry, qui est juste en bas, pour pouvoir parler de votre parcours et pouvoir échanger avec encore plus d'étudiants de toute l'Université catholique de Lille. Mais merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup, Claude Sérillon. Et puis à tout de suite pour la masterclass.